Je tiens à commencer par un avertissement qui est souvent lancé à ceux qui fouillent les secrets du passé. Si vous osez écouter plus avant, vous ne pourrez pas revenir à votre nonchalance antérieure. Ce récit est émaillé de documents anciens relatifs aux événements d'Hiroshima et de Nagasaki, et d'interviews de personnes qui ont soudainement disparu après avoir tenté de faire la lumière sur cette version effrayante. Vous avez peut-être déjà entendu la version officielle selon laquelle les bombardements ont constitué une étape décisive dans la guerre. Mais il existe un autre point de vue. Certains sont convaincus qu'il ne s'agissait pas seulement d'une opération visant à mettre fin prématurément au conflit, mais d'une véritable expérience humaine, destinée à révéler tous les aspects de l'impact d'une nouvelle force meurtrière sur la chair vivante. Des chercheurs en qui j'ai confiance affirment qu'à l'origine de ces explosions, il y a un froid calcul de la part de scientifiques et de milieux militaires dont les rapports d'archives remettent en cause toute moralité. Avant de les juger, vous devez connaître tous les détails qui n'ont pas encore été portés à la connaissance du grand public. Je m'appelle Tom. J'ai longtemps été journaliste pour un journal bien connu, mais ma véritable passion, ce sont les anomalies historiques. C'est ainsi que j'appelle les événements pour lesquels l'explication officielle semble trop simpliste et où quelque chose de sinistre apparaît entre les lignes. Il y a quelques années, je suis tombé sur des copies de dossiers et de rapports relatifs à l'étude d'après-guerre des effets des radiations au Japon. J'ai été immédiatement frappé par la nature méthodique de ces documents. Il y avait une telle attention aux détails, comme si les auteurs construisaient délibérément une image complète des mutations et des maladies assez à long terme, en étudiant les gens comme des rats de laboratoire. C'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois les mots « l'expérience d'Hiroshima et de Nagasaki ». Je n'arrivais pas à croire que l'on puisse qualifier ainsi une véritable tragédie, mais plus je me plongeais dans les documents, plus j'avais l'impression que la version officielle n'était peut-être qu'une dissimulation. Pour vérifier ces hypothèses, je me suis rendu au Japon. J'ai réussi à obtenir plusieurs rencontres avec des descendants de survivants qui avaient conservé de vieilles lettres et des souvenirs de leurs proches. Ils ne se sont pas décrits comme des partisans déclarés de la théorie de l'expérience, mais certains ont mentionné que des rumeurs circulaient depuis longtemps dans leur famille sur l'intérêt étrange manifesté par les spécialistes américains au lendemain de l'explosion. Selon eux, des médecins et des scientifiques sont rapidement apparus dans la ville, posant des questions d'une précision suspecte. Quels étaient les symptômes? Quels étaient les changements dans le corps? Qu'arrivait-il à la peau et aux organes des personnes dont les maisons se trouvaient à une certaine distance de l'épicentre? Les habitants ne comprenaient même pas pourquoi on leur posait ces questions, car ils se remettaient à peine du choc et de la douleur. Mais d'après leurs souvenirs, tout était enregistré, comme si quelqu'un tenait un registre minutieux des dommages causés aux cellules vivantes. Parallèlement à ces témoignages, j'ai consulté des documents déclassifiés sur un site historique. Il s'agit de rapports de recherche scientifiques menés par des spécialistes américains au Japon, presque immédiatement après les bombardements. D'une part, ces rapports disaient que l'objectif était de comprendre comment les radiations affectent les gens afin de mettre l'humanité en garde contre de nouvelles tragédies à l'avenir. Mais j'avais l'étrange sentiment que quelqu'un attendait ces résultats avant même que les bombes ne tombent. J'ai trouvé des indications selon lesquelles les programmes d'étude des radiations sur les êtres vivants et les travaux sur les armes atomiques étaient financés ensemble. Cela suggérait que quelqu'un voulait tester la théorie en pratique. En d'autres termes, tester sur de vrais citoyens comment la nouvelle superarme fonctionnerait dans les années, voire les décennies à venir. C'est ainsi qu'est née mon enquête, qui m'a conduit à des découvertes encore plus troublantes. Au Japon, j'ai rencontré un homme nommé Ken,
qui s'est présenté comme archiviste dans un petit institut historique. Il a demandé à ce que son nom de famille ne soit pas divulgué. Ken m'a assuré que de nombreux documents relatifs au bombardement étaient encore sous contrôle spécial. Il a accepté de me montrer quelques lettres conservées dans la collection privée d'une connaissance. Ken m'a dit que le propriétaire de ces lettres n'était plus en vie, mais qu'avant sa mort, il les avait léguées pour qu'elles soient dans la publier au cas où un chercheur chercherait la vérité. Les lettres sont datées entre la fin de l'année 1945 et le début de l'année 1946. Elles ont été écrites par un certain Richard, apparemment un médecin militaire envoyé au Japon quelques semaines après les bombardements. Richard écrit à sa femme aux États-Unis et mentionne des détails étonnants. Son équipe a dû prélever des échantillons de tissu sur les victimes et faire des photos détaillées des brûlures, des blessures, des changements oculaires. Il y avait même un rapport sur l'aspect des organes internes de ceux qui avaient survécu à l'opération. Cela semblait barbare, car les gens avaient d'un besoin d'être soignés, mais il s'est avéré qu'ils étaient étiquetés comme des objets expérimentaux, enregistrant les moindres manifestations de la maladie des radiations. J'ai été particulièrement frappé par une phrase de la lettre, écrite d'une main tordue. Je cite à peu près « Il semble que nous ne soyons pas tant en train de les sauver que de collecter des statistiques pour quelqu'un. Je crains que nous ne fassions partie d'un plan colossal où le sort de ces malheureux n'a d'importance qu'en tant que statistique. » Cette lecture m'a fait froid dans le dos. Après tout, à l'époque, beaucoup de gens pensaient, semble qu'après la guerre, l'Amérique essayait vraiment d'aider les villes dévastées, en mettant en place des programmes de réhabilitation. Mais les lettres de Richard montrent que la charité ne passe pas toujours en premier. Cependant, tous ces éléments que j'avais rassemblés ne faisaient que m'encourager à penser que les bombardements n'étaient peut-être pas un simple acte de guerre, mais plutôt une sorte d'expérience. La grande question qui restait à résoudre était « Pourquoi ?» À un moment donné, j'ai contacté un historien nommé Stephen. Bien sûr, son nom était Stephen, dans la transcription russe, pas en anglais. Il vivait dans une ville côtière des États-Unis et prétendait avoir réussi à trouver une référence à des listes de contrôle dans de vieilles archives militaires. Il s'agissait de listes de cibles potentielles pour les bombardements atomiques, établies avant même que la bombe ne soit finalisée. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela, mais dans les notes des listes, Stephen a trouvé des entrées étranges, par exemple, densité de la population, caractéristiques des bâtiments résidentiels, possibilité d'une observation précise des conséquences. Il semble compréhensible que les militaires planifient toujours les frappes en fonction d'objectifs stratégiques. Mais ici, l'accent a été mis précisément sur la commodité d'évaluer les dégâts plus tard, de mener des recherches et sur les caractéristiques climatiques qui ne gênent pas l'observation. L'ensemble ressemblait plus à un plan d'essai scientifique qu'à une tactique de troupe. Stephen est certain que Hiroshima et Nagasaki ont été choisis non seulement en raison de leur importance militaire, mais aussi parce qu'elles leur permettent de collecter des données propres sur les effets d'une explosion atomique sur les différents groupes de résidents et sur les infrastructures. Ce faisant, Stephen a découvert dans les archives des références à des spécialistes des radiations qui avaient été désignés à l'avance pour se rendre au Japon, comme si, avant la fin de la guerre, ils avaient déjà reçu l'ordre de se rendre d'urgence sur place et de tout enregistrer, de la vitesse de propagation des ondes de souffle à la dynamique de l'incidence de la leucémie. Ces informations étaient probablement précieuses pour ceux qui allaient développer de nouvelles armes et en calculer les conséquences à long terme. Plus je me penchais sur la question, plus le tableau s'assombrissait. Des témoignages sur le comportement étrange des militaires sont également apparus. Par exemple, des survivants ont raconté qu'ils avaient été soudainement emmenés pour des examens médicaux, avec des promesses de médicaments et d'indemnisation.
Au lieu de cela, ils ont été gardés à l'intérieur pendant des heures, soumis à des tests, à des prises de sang, à des photos, et ont reçu les médicaments les plus simples pour les maintenir en vie jusqu'à ce que les données soient ensuite collectées. Ces personnes se sentaient comme des sujets, même si elles ne comprenaient pas pourquoi les médecins insistaient bon temps sur chaque nouvelle éruption cutanée ou sur le moindre changement dans le bien-être de leurs enfants. Je dois dire que ma quête n'a pas été sans conséquences graves. Dès que j'ai fait part de mes premières découvertes à un petit cercle de collègues, on m'a averti qu'il valait le mieux ne pas rouvrir le dossier. J'ai reçu des lettres anonymes disant « Certains secrets ont été enterrés depuis longtemps par l'histoire, et si vous y touchez, ce sera pire pour vous. » Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais un jour, j'ai découvert qu'un inconnu me suivait dans la rue, et c'était comme si quelqu'un avait ouvert mon ordinateur. Certains de mes fichiers avaient disparu. J'ai compris que des forces très sérieuses étaient impliquées dans cette histoire, mais il était trop tard pour reculer. Ma curiosité journalistique ne me lâchait pas. Je sentais que j'étais sur le point de tomber sur des preuves réelles qui amèneraient de l'humanité tout entière à considérer les attentats sous un angle différent. Et je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Il s'agissait d'un rapport secret dont ma source m'a assuré qu'il n'avait jamais été publié ouvertement. On me l'a donné à lire pour une nuit seulement, en me promettant de ne rien dire à quiconque me remettrait le document. Le rapport était le résultat d'une longue étude sur la contamination radioactive menée sous la supervision de l'armée américaine et d'une équipe de scientifiques. Il détaillait l'état des personnes de différents âges, allant de quelques mois à plusieurs années après les explosions. Un accent particulier a été mis sur les mutations et les malformations congénitales chez les enfants conçus après les bombardements. Le document contenait des photographies, des diagrammes, des analyses de sang et d'autres détails effrayants. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que la préface indique « Les données obtenues sont extrêmement précieuses pour comprendre l'orientation future du développement et de l'utilisation stratégique des armes nucléaires. » Ainsi, quelqu'un a écrit directement sur une ville qui avait été soumise à une catastrophe, comme s'il s'agissait d'un laboratoire. Il a ensuite expliqué l'utilité de ces informations pour la préparation d'une nouvelle vague de projets d'armement. J'ai lu entre les lignes, même si les auteurs du rapport ont essayé de déguiser cela en objectif scientifique pacifique. J'ai réalisé qu'il y avait des gens dans ce monde qui n'hésiteraient pas à sacrifier des milliers de vies pour tester des hypothèses sur le comportement des radiations. Cette pensée m'a brûlé, car il s'avère que Hiroshima et Nagasaki ne sont pas seulement un acte de dissuasion, mais aussi, dans un sens, un champ d'expérimentation. La lecture du rapport m'a privé de sommeil. Chaque page criait l'impuissance des victimes, à qui on n'avait jamais demandé si elles voulaient aller participer à une telle expérience. Je regardais les photos des rues brûlées et des corps mutilés, et j'ai soudain remarqué des personnes en blouse blanche à l'arrière-plan qui écrivaient méthodiquement quelque chose dans des cahiers. Il semblait que l'essentiel pour ces petits observateurs était l'information et non la souffrance des vraies familles. Je me suis alors souvenu des paroles de Ken qui m'avait raconté que depuis longtemps, on voyait des étrangers dans la ville, se promenant avec des appareils parmi les ruines, au lieu d'aider. Officiellement, on disait qu'ils aidaient à nettoyer les dégâts, mais en réalité, peut-être mesuraient-ils les niveaux de radiation et cherchaient des cas intéressants. Je me suis rendu compte qu'une telle vérité, si elle était annoncée publiquement, serait un choc. Les pays que nous avions l'habitude de considérer comme les vainqueurs ultimes du mal seraient eux-mêmes impliqués dans quelque chose de très sombre. Mais personne au sein du gouvernement n'admettra qu'ils ont délibérément fait des expériences sur des civils. Toute personne raisonnable serait indignée,
Comment est-ce possible? C'est de la barbarie. Et en effet, de telles décisions ne s'inscrivent pas dans la morale. Cependant, lorsque j'ai étudié l'histoire de la bombe atomique, j'ai constaté que certains scientifiques de l'époque exprimaient une sorte de position ambivalente. D'une part, ils se rendaient compte que l'arme était terrible. D'autre part, ils étaient attirés par le potentiel de découverte. Ils voulaient bien comprendre en profondeur comment la bombe affectait l'ADN, la santé, la psychologie. Ainsi, dans certaines conditions, ces personnes pouvaient de fermer les yeux sur la morale et dire « la science exige des sacrifices ». Pour aller encore plus loin dans les détails, j'ai organisé une rencontre avec un Américain nommé Jack, qui vivait maintenant dans la banlieue de Tokyo. Il était âgé de plusieurs années et avait déjà servi dans une unité médicale. Jack a accepté de me parler, à condition que je n'enregistre pas la conversation sur une caméra. Nous nous sommes rencontrés dans une petite pièce qui sentait les vieux journaux et les planches humides. Jack était mince, pâle, les yeux enfoncés. Il a dit d'une voix étouffée « Je me souviens qu'on nous a appris à considérer ces personnes comme des « objets » plutôt que comme des victimes. Nous devions suivre des instructions qui décrivaient dans les analyses à effectuer la manière de mesurer les doses de radiation. On nous disait « c'est important pour la sécurité de l'avenir de l'humanité ». Mais chaque fois que je voyais les femmes et les enfants, j'avais envie de tomber par terre. Jack se dit particulièrement choqué par le fait qu'une fois les données collectées, ce n'est que lorsque l'on risquait de perdre un rare cas intéressant que l'on passait au traitement proprement dit. Imaginez, les vidéos sont divisés en cas médicalement intéressants et inintéressants. Cela ressemble à un délit moral, mais Jack m'a assuré que c'était un ordre venu d'en haut. Il a également mentionné qu'il arrivait parfois qu'un officier subalterne soulève un tollé, mais qu'il était rapidement réduit au silence, menacé de renvoi ou de passer en cour martiale. Il a rappelé que l'hôpital de campagne où il travaillait était étrangement dépourvu de nombreux médicaments, mais regorgeait d'équipements pour toutes sortes de recherches. Lorsque je lui ai demandé s'il avait vu des documents relatifs à un plan d'expérimentation spécifique, Jack m'a répondu que tout ce qui était important était classifié. Mais au cours des conversations, les officiers ont admis qu'ils étaient chargés non seulement de fournir des soins médicaux, mais aussi de rassembler toutes les informations, afin d'appliquer les connaissances à la création de nouvelles bombes à l'avenir. Il s'agit là d'un autre détail effrayant qui permet de lier le tout à un seul et même complot. Le tableau, c'était le suivant. Certains groupes de militaires et de scientifiques ont anticipé la possibilité d'utiliser les villes japonaises comme terrain d'essai. Lorsque les bombes sont tombées, les survivants sont devenus des spécimens vivants sur lesquels le spectre de l'exposition aux radiations a été testé. Ils ont ensuite mené des recherches systématiques, compilé des dizaines de volumes de rapports et, sous le couvert d'une mission humanitaire, étudié les mourants. Et la raison officielle, comme toujours, était une bonne raison. Aider les gens, comprendre comment empêcher que la catastrophe ne se reproduise. Bien sûr, certains médecins essayaient sincèrement de sauver les habitants de la ville, mais les responsables du projet semblaient y voir un plan beaucoup plus cynique. À ce stade de l'enquête, j'ai commencé à ressentir non seulement de la peur, mais aussi quelque chose comme de la colère. J'imaginais les visages de ceux qui gisaient dans les ruines la nuit, à la recherche de leurs proches, maudissant la guerre. Et le matin, des chercheurs méticuleux venaient dans le service, mesurant l'ampleur de la croissance des tumeurs ou la profondeur à laquelle les radiations avaient pénétré dans la moelle osseuse. Tout cela constitue des statistiques de vivantes pour les technologies de futur. J'ai eu du mal à digérer une telle chose, mais les faits étaient trop logiques. Pour compléter le tableau, je suis retourné voir Ken et lui ai raconté ma rencontre avec Jack. Il a hoché la tête avec tristesse,
disant que cela correspondait à ce qu'il avait entendu de la part des vieux Japonais qui évitaient Johnny la publicité. Ken m'a proposé de rencontrer une femme qu'il appelait Mayu. Il m'a dit que sa famille avait souffert des terribles conséquences du bombardement d'Hiroshima et qu'elle recevait souvent la visite de experts américains. Mayu vivait dans un quartier très calme, entouré d'arbres, et ne recevait pratiquement jamais de visites. Elle n'était pas âgée, mais ses yeux brillaient d'une étrange tristesse, comme si elle se souvenait toujours de quelque chose de terrible. Mayu parlait à voix basse et j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait. Mais l'histoire, c'est que juste après ces terribles événements, alors qu'il y avait une chasse aux survivants, des gens en uniforme militaire et masques blancs sont entrés dans sa maison. Ils ne lui ont rien expliqué, se sont contentés de l'examiner, de prendre son pouls, de prélever un morceau de tissu dans son dos, à l'endroit où elle avait été brûlée, puis de prendre une photo. Elle souffrait, mais personne n'a essayé de l'aider. Quelques jours plus tard, d'autres militaires sont réapparus, mais avec d'autres appareils médicaux. Ils ont dit ouvertement qu'ils voulaient vérifier comment la brûlure se propageait et s'il y avait des changements dans le sang. Mayu a demandé « Pourquoi faites-vous tout cela ?» Et il parlait simplement de sauver d'autres vies. Mais la principale horreur, dit-elle, s'est produite 6 mois plus tard, lorsqu'elle et plusieurs autres voisins ont été emmenés dans un centre de laboratoire. On leur avait promis un traitement et une indemnisation, mais les scientifiques qui s'y trouvaient les maintenaient montés, littéralement debout, effectuant chaque jour toutes sortes de tests. Certains de ses voisins sont morts dans le centre. Maya a été soignée et libérée, mais elle n'a jamais vraiment compris ce qui s'y est passé. Elle se souvient seulement de la phrase sèche de l'officier qui, en la libérant, lui a dit « Vous avez donné à la science des informations précieuses. Vous avez donné à la science des informations précieuses. J'espère que vous vous en rendez compte. » Depuis, lorsqu'elle apprend que le bombardement était une mesure nécessaire, Mayu sombre dans une profonde tristesse. Sa vie est un souvenir d'avoir été traité comme un objet d'étude par des gens d'un autre pays. Après avoir rencontré Mayu, j'ai eu le désir ardent de raconter cette version de l'histoire le plus largement possible. Mais j'étais bien consciente que l'administration ferait taire mon article, me faisant simplement passer pour une fantaisiste. J'avais besoin de preuves irréfutables. J'ai essayé de revenir aux documents qu'une source anonyme m'avait un jour donné à lire, mais elle n'a pas voulu me contacter. De plus, mon ami Stephen, qui avait trouvé les listes de surveillance, ne répondait plus au courriel. J'ai commencé à m'inquiéter et j'ai mené ma propre mini-enquête. J'ai découvert que Stephen avait soi-disant déménagé d'urgence dans un autre pays sans laisser de coordonnées. Cela me paraissait suspect. Cela ressemblait trop à une fuite. Peut-être était-il la cible de forces qui ne voulaient pas que la vérité sur la nature de laboratoire des attentats soit révélée. Moi aussi, j'ai commencé à être pressé. Les comptes bancaires ont fait l'objet de vérifications incompréhensibles et un de mes amis qui travaille dans le département m'a contacté pour me dire « Tom, il y a des gens qui cherchent à savoir ce qui s'est passé. Tom, il y a des gens qui te cherchent. Ils te posent des questions sur tes projets. Je crains que tu n'aies de gros problèmes. » Mais je ne pouvais pas laisser tomber le sujet, car les informations que j'obtenais étaient trop importantes. J'ai donc pris une décision, rassembler les preuves qui me restaient et essayer de les communiquer aux médias. Mais il s'est avéré que mes rédacteurs en chef n'étaient pas prêts à publier l'article sous la forme que je proposais. Ils ont exigé un langage plus neutre, excluant les accusations directes. En fait, ils m'ont demandé d'atténuer les choses au point de faire disparaître le cœur même de la divulgation. Pour moi, c'était clair. Soit ils avaient peur de la vérité, soit quelqu'un d'en haut leur avait ordonné de le faire. Finalement, j'ai dû m'adresser à un magazine indépendant spécialisé dans les révélations. Mais même là, le rédacteur en chef m'a écouté avec scepticisme et m'a dit
Nous pouvons publier certains de vos articles, mais sachez, Tom, que c'est un sujet très risqué. Vous pourriez être stigmatisé. Vous pourriez être réduite au silence par tous les moyens nécessaires. J'ai insisté et nous avons commencé à préparer la publication avec l'intention de la faire paraître sous un pseudonyme. Mais peu avant la parution du numéro contenant mon histoire, des inconnus se sont introduits dans les bureaux du magazine. Ils ont volé les disques durs contenant les fichiers et ont ouvert les tiroirs. Le rédacteur en chef m'a appelé au milieu de la nuit, me chuchotant que le numéro était reporté et qu'on lui avait conseillé de ne pas creuser sa propre tombe. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais touché des cercles puissants. Vous vous demanderez peut-être pourquoi une telle conspiration plusieurs décennies après la guerre. Mais si vous y réfléchissez bien, reconnaître officiellement que les bombardements étaient une sorte de terrain d'essai dévaloriserait toute la rhétorique bruyante sur la fin rapide de la guerre. Cela soulèverait la question suivante. Était-il nécessaire de tuer autant de civils de cette manière? Après tout, une horrible démonstration de force est une chose, mais l'étude délibérée de personnes paumes brûlées, vives, et la destruction de leur corps et de leur destin vont plus loin. Personne ne voudrait prendre une telle responsabilité face à l'histoire. En outre, s'il y a eu une planification scientifique, cela signifie que le gouvernement a menti à ses citoyens en affirmant que la grève était forcée. La découverte d'une telle vérité bouleverse la perception même du héros qui a sauvé le monde d'une nouvelle guerre mondiale. Mais il y a un autre élément effrayant dans cette histoire, qui va au-delà de l'expérimentation humaine. Dans diverses sources, j'ai vu des rapports faisant état de symptômes étranges chez certains des survivants. Il y avait non seulement des problèmes physiques liés aux radiations, mais aussi des troubles mentaux effrayants, lorsque les gens faisaient des cauchemars dans lesquels ils voyaient des silhouettes sans visage qui les regardaient à travers des murs de verre. Plusieurs cas ont été décrits dans lesquels les victimes ont entendu des voix étranges, comme si elles les appelaient quelque part au-delà de la limite de la vie. Les médecins ont pensé qu'il s'agissait d'une réaction au choc et au chagrin. Mais on a aussi chuchoté que les radiations auraient pu ouvrir des fissures dans l'esprit. Je ne crois pas beaucoup au mysticisme, mais parmi les survivants, certains ont juré qu'au moment de l'épidémie, ils avaient comme ressenti la présence de force d'un autre monde, comme si la mort elle-même était apparue sous la forme d'une entité inconnue. La correspondance de certains scientifiques américains, à laquelle j'ai pu avoir partiellement accès, mentionnait des phénomènes psychiques inhabituels chez les victimes de l'explosion, et on a également essayé d'étudier cet aspect. Un document indiquait que ces effets pouvaient en résulter des effets indirects des radiations sur le cerveau. Entre parenthèses, on peut lire « Peut-être faudrait-il procéder à des tests distincts. On ne sait pas ce qu'ils entendent exactement par là, mais c'est de mauvais augure. Comme si la douleur physique ne suffisait pas, ils voulaient aller au fond des transformations psychiques provoquées par l'énergie atomique. Pouvez-vous imaginer leur soif de recherche? En fin de compte, je disposais d'une énorme quantité de détails, de preuves et de documents interdépendants qui menaient à une seule conclusion. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki étaient considérés non seulement comme une action militaire, mais aussi comme un laboratoire où une nouvelle force pouvait être étudiée dans des conditions réelles, pour confirmer dans la pratique l'efficacité et les conséquences à long terme. Certains diront qu'il s'agit de mensonges et de propagande anti-américaine, mais je pense que ce n'est pas aussi simple. Quoi qu'il en soit, les preuves que j'ai recueillies sont trop convaincantes pour être rejetées d'un seul coup. On me demande souvent « Tom, est-ce que c'était vraiment si bien pensé qu'ils ont délibérément pris des mesures barbares au nom de l'information scientifique ?» Je ne peux pas répondre avec certitude s'ils l'ont planifié à l'avance ou s'ils ont saisi l'occasion lorsqu'elle s'est présentée. Mais dans tous les cas,
il semble qu'il ait été extrêmement commode pour eux de réaliser un essai à si grande échelle. Après tout, je ne trouve pas d'explication à l'origine de techniques de mesure aussi détaillées et d'études aussi systématiques si elles n'ont pas été pensées à l'avance. La guerre, c'est le chaos, et je vois ici un plan clairement établi qui a été mis en œuvre sur la population pacifique d'un autre État qui n'avait pas le choix. Bien sûr, je n'exclus pas que certains chercheurs du côté américain, ayant vu le désastre sur place, aient pu sincèrement aider les gens et simplement garder des traces de parallèles des conséquences. Mais les archives que j'ai trouvées vont clairement au-delà d'une simple mission humanitaire. Elles le consignent des informations qui ont été collectées méthodiquement, par jour et par mois, divisées en groupes, en tenant compte des distances par rapport à l'épicentre, du type de bâtiment, de l'âge, du sexe, des indicateurs de santé avant l'explosion. Parfois, en analysant les documents, j'ai eu peur, cela ressemblait à un jeu statistique de qui survivrait le plus longtemps et comment les organes internes réagiraient-ils. Aussi dur que cela puisse paraître pour des scientifiques comme David, Richard ou d'autres dont les noms ont été cités, chaque patient n'était qu'un échantillon expérimental. Pendant toutes ces années, les déclarations officielles ont souligné que les bombardements atomiques avaient jamais sauvé de nombreuses vies, accélérant ainsi la fin de la guerre. Mais peu ont parlé de l'aspect sous-jacent, passé sous silence, selon lequel ces frappes ont donné à certains scientifiques l'occasion d'étudier les effets Joe réels sur des milliers de personnes. Et si l'on reconnaît cette version, une question se pose involontairement. Hiroshima et Nagasaki ont-elles été délibérément laissées pour une telle expérience propre parce que ces villes n'avaient pas été bombardées autant avant les explosions atomiques? On sait qu'Hiroshima a été moins bombardée que d'autres endroits. Officiellement, cela a été expliqué par divers facteurs, mais les théoriciens de la conspiration affirment que la ville a été épargnée pour un coup écrasant, afin de voir ce que cela donnerait dans toute une région. Malgré toutes les menaces et les pressions, j'ai réussi à faire publier une partie de mon travail sur un petit site internet spécialisé dans l'histoire alternative. Les réactions ont été explosives. De nombreuses personnes m'ont accusé de fiction et de calomnie, tandis que d'autres, au contraire, ont écrit qu'ils soupçonnaient depuis longtemps une telle chose. Rapidement, le site a été attaqué et les articles ont disparu. C'est bien que quelqu'un ait réussi à copier le texte. Mais j'ai reçu le mien. Beaucoup de commentaires agressifs, des lettres de menaces et les voix de ceux qui me traitaient de casse-cou et me demandaient de continuer. À cette époque, j'avais l'impression de marcher sur une lame de rasoir. La moindre erreur et j'étais supprimé, car ces secrets ne pardonnent pas la délation. Je ne pouvais plus voyager ouvertement au Japon, ni chercher des documents aux États-Unis. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'essayer de transmettre aux gens l'idée même que derrière ces tragédies, il y avait non seulement des objectifs militaires et politiques, mais aussi un arrière-plan scientifique cynique. Cette idée est empoisonnée si vous l'acceptez. Elle signifie que, dans l'un des moments les plus terribles de l'histoire mondiale, des gens ont utilisé la technologie non seulement pour gagner, mais aussi pour mener une expérience horrible sur des civils. Nous avions l'habitude de penser que des actes aussi monstrueux n'étaient commis que par des régimes prônant ouvertement des idées misanthropiques. Mais il s'avère ici que même un État démocratique est capable d'une telle chose, s'il s'agit d'une percée scientifique convoitée et d'une supériorité militaire. Une telle découverte rompt avec l'image habituelle en noir et blanc et soulève la question des limites de la moralité et de la responsabilité des scientifiques. Après tout, nous partageons la même planète et l'humanité tout entière supporte la douleur de tels mystères. Je ne prétends pas que chaque détail de cette théorie soit absolument confirmé.
Mais les mêmes signaux viennent de trop de côtés. Les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki ne peuvent donc être réduits à un simple acte politique. Ils ont été suivis d'un examen trop détaillé, presque douloureux, des conséquences humaines. Et il serait naïf de croire que tout s'est passé spontanément, que c'est arrivé comme ça, comme si quelqu'un avait préparé à l'avance la collecte de ces données. Le souvenir en est conservé dans les mémoires des survivants, dans les documents accidentellement conservés, dans les preuves circonstancielles qui ressurgissent obstinément malgré toutes les tentatives pour les faire taire. Il y a environ 1 an, un jeune scientifique de l'Institut de radiobiologie, il a demandé à ne pas être nommé, m'a fait part d'un détail intéressant. Il existe des méthodes brevetées d'étude des brûlures par irradiation datant de la fin des années 40, et la description de ces méthodes fait explicitement référence à des observations approfondies dans des conditions réelles. Le Japon n'est pas explicitement mentionné, mais les experts estiment qu'il ne peut s'agir que de ces 2 villes. Ce fait suggère que les connaissances acquises lors de la tragédie ont été rapidement intégrées dans les développements scientifiques et même commerciaux. Un de mes amis m'avoue qu'il est amèrement conscient de la façon dont les victimes sont devenues des professeurs involontaires qui ont ouvert la voie à de nouvelles étapes dans le développement du nucléaire. Lorsque je repense aux conversations que j'ai eues avec les témoins, je vois leurs yeux décolorés et pleins de douleur. Ils ne s'intéressaient pas aux grands jeux des politiciens et des militaires. Ils vivaient simplement leur vie tranquille, jusqu'à ce que, en un instant, un enfer blanc s'abatte sur eux. Et alors, parmi les ruines brûlées, au lieu des mains bienveillantes des sauveteurs, certains ont trouvé les regards froids de chercheurs qui se souciaient davantage de fixer les paramètres d'exposition aux radiations que d'apporter une aide réelle. Et cette pensée me hante. Combien d'autres histoires de ce genre notre monde contient-il, dans lesquelles des gens ordinaires sont transformés en statistiques au nom des ambitions d'autres personnes? Aujourd'hui encore, lorsque quelqu'un me parle de l'humanité de la découverte scientifique, mes entrailles se serrent. Je me souviens des preuves que j'ai trouvées, et je me rends compte que la science a une autre facette, cynique, pragmatique, prête à faire des sacrifices pour obtenir des résultats. Si le public avait tout appris à l'époque, l'histoire se serait peut-être déroulée différemment. Mais les grandes puissances savent cacher leurs actes sombres. Dans les archives que j'ai vues, de nombreux documents manquent ou ont été révisés, édités rétroactivement. Pourtant, la vérité ne peut être totalement effacée. Elle trouve toujours son chemin à travers la peur et la conspiration du silence. Aujourd'hui, il ne reste que des bribes, des lettres de médecins militaires, des rapports codés intitulés « Études spéciales », des témoignages de citadins transformés en éprouvettes. Mais cela suffit à reconstituer une sinistre mosaïque. Et si vous me demandez si je crois à 100% que le bombardement était une expérience directe, je vous répondrai. Il suffit d'admettre que les faits recueillis donnent exactement l'impression que quelqu'un a profité de la guerre pour évaluer en pratique un type d'arme radicalement nouveau. Ces recherches ont ensuite constitué la base de toute une industrie de la stratégie nucléaire. Et ceux qui criaient de douleur et d'horreur ne pouvaient ne pas être entendus. Leur voix était morte et noyée dans le vacarme de la propagande sur la victoire héroïque et l'inévitabilité des pertes. Aujourd'hui, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enregistrer mon enquête et de la partager avec tous ceux qui veulent aller plus loin. Je ne m'attends pas à ce que les autorités confirment ou infirment officiellement ma version. Elles garderont un silence confortable. Hiroshima et Nagasaki ne sont pas seulement une tragédie de guerre, mais aussi un triste symbole de la façon dont la science peut devenir un instrument d'expertise inhumaine. Vous lirez peut-être ces lignes et direz « ce n'est que de la spéculation ».
Ou, au contraire, vous pouvez ressentir une indignation brûlante en réalisant que rien n'empêchera que cela se reproduise à l'avenir. Si le progrès des armes s'avère une fois de plus important que les vies humaines. L'histoire nous enseigne que lorsque la porte d'un pouvoir illimité s'ouvre, la soif de savoir et de pouvoir peut transcender toutes les frontières à taux d'extrémisme moral. J'espère seulement que cette prise de conscience, même tardive, nous aidera à regarder les nouvelles technologies non pas avec une admiration aveugle, mais avec la crainte de l'utilisation de nos découvertes par ceux qui considèrent les êtres humains comme de simples numéros dans leur plan d'expérimentation. J'enregistre cette confession en tenant une vieille photographie devant mes yeux. Les décombres d'une ville, des murs délabrés et, parmi eux, 2 étrangers munis d'instruments, examinant une parcelle de terre calcinée. Il y a des corps, des larmes, des cris et les chiffres secs de leur carnet de bord. Température du sol, niveau de radiation et dommages au tissu. Je ferme les yeux et j'imagine ce que les survivants ont ressenti devant tant d'inhumanité. Que cela nous serve de leçon amère. Parfois, le principal ennemi ne se cache pas dans ceux qui lancent dans les bombes, mais dans ceux qui attendent les résultats de sang-froid, en calculant le temps qu'il faudra pour analyser les mutations. Voilà qui conclut mon histoire. J'espère qu'elle fera réfléchir ceux qui ont l'habitude de lire les livres d'histoire sans l'ombre d'un doute. Et peut-être que dans de nombreuses années, lorsque le dernier témoin aura quitté notre monde, les preuves seront encore plus claires. Il est simplement important de ne pas oublier de qui l'on parle, les personnes qui sont devenues les sujets de l'expérience, et que la vérité n'est souvent pas dans la lumière, mais dans la pénombre, là où les versions officielles ne pénètrent pas. Sachez que si tout cela est vrai, les caves et les coffres des archives du monde entier renferment des dossiers bien plus terrifiants, et qu'ils sont pour l'instant en sécurité. Mais rien ne reste secret pour toujours. Lorsque les portes s'ouvriront, nous comprendrons que les tragédies du passé n'étaient pas une simple coïncidence, mais qu'elles faisaient partie d'un plan monstrueux. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous devrons faire face à notre propre histoire et nous demander « Sommes-nous capables d'une telle chose en tant qu'êtres humains ?»